Bienvenue, vous êtes dans l'Ondée, le podcast de lecture. Épisode 2, George Sand, Histoire de ma vie. Donc, le sang des rois se trouva mêlé dans mes veines au sang des pauvres et des petits. Et comme ce qu'on appelle la fatalité, c'est le caractère de l'individu. Comme le caractère de l'individu, c'est son organisation. Comme l'organisation de chacun de nous est le résultat d'un mélange ou d'une parité de races et la continuation, toujours modifiée, d'une suite de types s'enchaînant les uns aux autres. J'en ai toujours conclu que l'hérédité naturelle, celle du corps et de l'âme, établissait une solidarité assez importante entre chacun de nous et chacun de ses ancêtres. Car nous avons tous des ancêtres, grands et petits, plébéiens et patriciens. Ancêtre signifie patresse, c'est-à-dire une suite de pères, car le mot n'a point de singulier. Il est plaisant que la noblesse ait accaparé ce mot à son profit, comme si l'artisan et le paysan n'avaient pas une lignée de pères derrière eux, comme si on ne pouvait porter le titre sacré de père à moins d'avoir un blason, comme si, enfin, les pères légitimes se trouvaient moins rares dans une classe que dans l'autre. Ce que je pense de la noblesse de race, je l'ai écrit dans le Piccinino, et je n'ai peut-être fait ce roman que pour faire les 3 chapitres où j'ai développé mon sentiment sur la noblesse. Tel qu'on l'a entendu jusqu'ici, elle est un préjugé monstrueux en tant qu'elle accapare au profit d'une classe de riches et de puissants la religion de la famille, principe qui devrait être cher et sacré à tous les hommes. Par lui-même, ce principe est inaliénable, et je ne trouve pas complète cette sentence espagnole. Cada uno es hijo de sus obras. C'est une idée généreuse et grande que d'être le fils de ses œuvres et de valoir autant par ses vertus que le patricien par ses titres. C'est cette idée qui a fait notre grande révolution. Mais c'est une idée de réaction, et les réactions n'envisagent jamais qu'un côté des questions, le côté que l'on avait trop méconnu et sacrifié. Ainsi, il est très vrai que chacun est le fils de ses œuvres, mais il est également vrai que chacun est le fils de ses pères, de ses ancêtres. Patresse et matresse. Nous apportons en naissant des instincts qui ne sont qu'un résultat du sang qui nous a été transmis et qui nous gouvernerait comme une fatalité terrible si nous n'avions pas une certaine somme de volonté, qui est un don tout personnel accordé à chacun de nous par la justice divine. Jean-Jacques Rousseau croyait que nous étions tous nés bons, éducables, et il supprimait ainsi la fatalité. Mais alors, comment expliquait-il la perversité générale qui s'emparait de chaque homme au berceau pour le corrompre et inoculer en lui l'amour du mal? Lui aussi croyait au libre arbitre pourtant. Il me semble que, quand on admet cette liberté absolue de l'homme, il faut, en voyant le mauvais usage qu'il en fait, arriver absolument à douter de Dieu, ou à proclamer son inaction, son indifférence, et nous replonger, pour dernière conséquence désespérée, dans le dogme de la prédestination. C'est un peu l'histoire de la théologie durant les derniers siècles. En admettant que l'éducabilité ou la sauvagerie de nos instincts soit ce que, je l'ai dit, un héritage qu'il ne nous appartient pas de refuser, et qu'il nous est fort inutile de renier, le mal éternel, le mal en tant que principe fatal, est détruit, car le progrès n'est point enchaîné par le genre de fatalité que j'admets. C'est une fatalité toujours modifiable, toujours modifiée, excellente et sublime à la fois, car l'héritage est parfois un don magnifique auquel la bonté de Dieu ne s'oppose jamais. La race humaine n'est plus une cohue d'êtres isolés allant au hasard, mais un assemblage de lignes qui se rattachent les unes aux autres et qui ne se brisent jamais d'une manière absolue, quand même les noms périssent. Médiocre accident dont les nobles seuls s'embarrassent. L'influence des conquêtes intellectuelles du temps s'exerce toujours sur la partie libre de l'âme, et quant à l'action divine, qui est l'âme même de ce progrès, elle va toujours vivifiant l'esprit humain, qui se dégage ainsi peu à peu des liens du passé et du péché originel de sa race. Me voici, encore une fois, bien loin de mon sujet, et mon histoire court le risque de ressembler à celle des 7 châteaux du roi de Bohême. Eh bien, que vous importe, mes bons lecteurs? Mon histoire, par elle-même, est fort peu intéressante. Les faits y jouent le moindre rôle, les réflexions la remplissent. Personne n'a plus rêvé et moins agi que moi dans sa vie. Vous attendiez-vous à autre chose de la part d'un romancier? Écoutez, ma vie, c'est la vôtre, car, vous qui me lisez, vous n'êtes point lancé dans le fracas des intérêts de ce monde. Autrement, vous me repousseriez avec ennui. Vous êtes des rêveurs, comme moi.
Dès lors, tout ce qui m'arrête en mon chemin vous a arrêté aussi. Vous avez cherché, comme moi, à vous rendre raison de votre existence, et vous avez posé quelques conclusions. Comparez les miennes aux vôtres, pesez et prononcez. La vérité ne sort que de l'examen. Nous nous arrêterons donc à chaque pas, et nous examinerons chaque point de vue. Ici, une vérité m'est apparue. C'est que le culte idolâtrique de la famille est faux et dangereux, mais que le respect et la solidarité dans la famille sont nécessaires. Dans l'Antiquité, la famille jouait un grand rôle. Puis le rôle s'exagéra son importance, la noblesse se transmit comme un privilège, et les barons du Moyen-Âge prirent de leur race une telle idée qu'ils eussent méprisé les augustes familles des patriarches si la religion n'en eût consacré et sanctifié la mémoire. Les philosophes du XVIIIe siècle ébranlèrent le culte de la noblesse. La Révolution le renversa. Mais l'idéal religieux de la famille fut entraîné dans cette destruction, et le peuple, qui avait souffert de l'oppression héréditaire, le peuple, qui riait des blasons, s'habitua à se croire uniquement fils de ses œuvres. Le peuple se trompa. Il a ses ancêtres tout comme les rois. Chaque famille a sa noblesse, sa gloire, ses titres. Le travail, le courage, la vertu ou l'intelligence. Chaque homme doué de quelque distinction naturelle la doit à quelque homme qui l'a précédé ou à quelque femme qui l'a engendré. Chaque descendant d'une ligne quelconque aurait donc des exemples à suivre s'il pouvait regarder derrière lui dans son histoire de famille. Il y trouverait de même des exemples à éviter. Les illustres lignages en sont remplis, et ce ne serait pas une mauvaise leçon pour l'enfant que de savoir de la bouche de sa nourrice les vieilles traditions de race qui faisaient l'enseignement du jeune noble au fond de son château. Artisan, qui commençait à tout comprendre, paysan, qui commençait à savoir écrire. N'oubliez donc plus vos morts, transmettez la vie de vos pères à vos fils, faites-vous des titres et des armoiries, si vous voulez, mais faites-vous en tout. La truelle, la pioche ou la serpe sont d'aussi beaux attributs que le corps, la tour ou la cloche. Vous pouvez vous donner cet amusement si bon vous semble, les industriels et les financiers se le donnent bien, mais vous êtes plus sérieux que ces gens-là. Eh bien, que chacun de vous cherche à tirer et à sauver de l'oubli les bonnes actions et les utiles travaux de ses aïeux, et qu'il agisse de manière que ses descendants lui rendent le même honneur. L'oubli est un monstre stupide qui a dévoré trop de générations. Combien de héros a jamais ignoré, parce qu'ils n'ont pas laissé de quoi se faire élever une tombe? Combien de lumières éteintes dans l'histoire, parce que la noblesse a voulu être le seul flambeau et la seule histoire des siècles écoulés? Échappez à l'oubli. Vous tous qui avez autre chose dans l'esprit que la notion bornée du présent isolé. Écrivez votre histoire, vous tous qui avez compris votre vie et sondez votre cœur. Ce n'est pas à autre fin que j'écris la mienne et que je vais raconter celle de mes parents. La Révolution devait restreindre bientôt ses ressources à de moindres proportions, et elle ne prit pas tout de suite son parti aussi aisément de ce second coup de fortune. Mais au premier, elle s'exécuta bravement, et, bien que je ne puisse comprendre qu'on ne soit pas immensément riche avec 75 000 livres de rente, comme tout est relatif, elle accepta cette pauvreté avec beaucoup de vaillance et de philosophie. En cela, elle obéissait à un principe d'honneur et de dignité qui était bien selon ses idées. Au lieu que les confiscations révolutionnaires ne purent jamais prendre dans son esprit une autre forme que celle du vol et du pillage. Après avoir quitté Châteauroux, elle habita rue du Roi de Sicile, un petit appartement dans lequel, si j'en juge par la quantité et la dimension des meubles qui garnissent aujourd'hui ma maison, il y avait encore de quoi se retourner. Elle prit, pour faire l'éducation de son fils, un jeune homme que j'ai connu vieux, et qui a été aussi mon précepteur. Ce personnage, à la fois sérieux et comique, a tenu trop de place dans notre vie de famille, et dans mes souvenirs, pour que je n'en fasse pas une mention particulière. Il s'appelait François Deschartres, et comme il avait porté le petit collet en qualité de professeur au collège du cardinal Lemoine, il entra chez ma grand-mère avec le costume et le titre d'abbé. Mais à la Révolution, qui vint bientôt chicaner sur toute espèce de titre, l'abbé Deschartres devint prudemment le citoyen Deschartres. Sous l'Empire, il fut Monsieur Deschartres, maire du village de Nohant. Sous la Restauration, il eût volontiers repris son titre d'abbé, car il n'avait pas varié dans son amour pour les formes du passé. Mais il n'avait jamais été dans les ordres, et d'ailleurs, il ne put se délivrer d'un sobriquet que j'avais attaché à son omnicompétence et à son air important.
On ne l'appelait plus dès lors que le grand homme. Il avait été joli garçon. Il était encore lorsque ma grand-mère se l'attacha. Propret, bien rasé, l'œil vif et le mollet saillant. Enfin, il avait une très bonne tournure de gouverneur. Mais je suis sûr que jamais personne, même dans son meilleur temps, n'avait pu le regarder sans rire, tant le mot cuistre était clairement écrit dans toutes les lignes de son visage et dans tous les mouvements de sa personne. Pour être complet, il eût dû être ignare, gourmand et lâche. Mais loin de là, il était fort savant, très sobre et follement courageux. Il avait toutes les grandes qualités de l'âme, jointes à un caractère insupportable et à un contentement de lui-même qui allait jusqu'au délire. Il avait les idées les plus absolues, les manières les plus rudes, le langage le plus outrecuidant. Mais quel dévouement, quel zèle, quelle âme généreuse et sensible. Pauvre grand homme, comme je t'ai pardonné tes persécutions, pardonne-moi de même, dans l'autre vie, tous les mauvais tours que je t'ai joués, toutes les détestables espiègleries par lesquelles je me suis vengé de ton étouffant despotisme. Tu m'as appris fort peu de choses, mais il en est une que je te dois et qui m'a bien servi. C'est de réussir, malgré les bouillonnements de mon indépendance naturelle, à supporter longtemps les caractères les moins supportables et les idées les plus extravagantes. Ma grand-mère, en lui confiant l'éducation de son fils, ne pressentait point qu'elle faisait emplette du tyran, du sauveur et de l'ami de toute sa vie. Quand la Révolution commença à gronder, ma grand-mère, comme les aristocrates éclairés de son temps, la vit approcher sans terreur. Elle était trop nourrie de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau pour ne pas haïr les abus de la cour. Entre tous ceux de sa classe, elle était peut-être la personne qui s'attendit le moins à être frappée dans cette grande catastrophe, et en fait, en quoi sa conscience pouvait-elle l'avertir qu'elle avait mérité collectivement de subir un châtiment social ? Elle avait adopté la croyance de l'égalité, autant qu'il était possible dans sa situation. Elle était à la hauteur de toutes les idées avancées de son temps. Elle acceptait le contrat social avec Rousseau. Elle haïssait la superstition avec Voltaire. Elle aimait même les utopies généreuses. Le mot de république ne la fâchait point. Par nature, elle était aimante, secourable, affable, et voyait volontiers son égal dans tout homme obscur et malheureux. Que la Révolution eût pu se faire sans violence et sans égarement, elle l'eût suivie jusqu'au bout sans regret et sans peur, car c'était une très grande âme, et toute sa vie, elle avait aimé et cherché la vérité. Elle acceptait même la réduction considérable que la crise publique avait apportée dans ses ressources. Des débris, de ce qu'elle appelait les débris de sa fortune première, elle avait acheté environ 300 000 livres la terre de Nohant, peu éloignée de Châteauroux. Ses relations et ses habitudes de vie la rattachaient au Berry. Elle aspirait à se retirer dans cette province paisible, où les passions du moment s'étaient encore peu fait sentir, lorsqu'un événement imprévu vint la frapper. Je suspendrai un instant ici l'histoire de ma lignée paternelle pour introduire un nouveau personnage, qu'un étrange rapprochement place dans la même prison à la même époque. J'ai parlé d'Antoine de Laborde, le maître pommier et le maître oiselier, c'est-à-dire qu'après avoir tenu un billard, mon grand-père maternel vendit des oiseaux. Si je n'en dis pas davantage sur son compte, c'est que je n'en sais pas davantage. Ma mère ne parlait presque pas de ses parents, parce qu'elle les avait peu connus et perdus lorsqu'elle était encore enfant. Qui était son grand-père paternel ? Elle n'en savait rien, ni moi non plus. Et sa grand-mère ? Pas davantage. Voilà où les généalogies plébéiennes ne peuvent lutter contre celles des riches et des puissants de ce monde. Eussent-elles produit les êtres les meilleurs ou les plus pervers, il y a impunité pour les uns, ingratitude envers les autres. Aucun titre, aucun emblème, aucune peinture ne conserve le souvenir de ces générations obscures qui passent sur la terre et n'y laissent point de traces. Le pauvre meurt tout entier. Le mépris du riche scelle sa tombe et marche dessus sans savoir si c'est même de la poussière humaine que foule son pied dédaigneux. Ma mère et ma tante m'ont parlé d'une grand-mère maternelle, qui les avait élevés et qui était bonne et pieuse. Je ne pense pas que la Révolution les ruina. Elles n'avaient rien à perdre, mais elles y souffrirent, comme tout le peuple, de la rareté et de la cherté du pain. Cette grand-mère était royaliste, Dieu sait pourquoi, et entretenait ses deux petites filles dans l'horreur de la Révolution. Le fait est qu'elle n'y comprenait goutte et qu'un beau matin, on vint prendre l'aînée,
qui avait alors 15 ou 16 ans et qui s'appelait Sophie Victoire, et même Antoinette, comme la reine de France, pour l'habiller tout de blanc, la poudrer, la couronner de roses et la mener à l'hôtel de ville. Elle ne savait pas elle-même ce que cela signifiait, mais les notables plébéiens du quartier, tout fraîchement revenus de la Bastille et de Versailles, lui dirent « Petite citoyenne, tu es la plus jolie fille du district. On va te faire brave. Voilà le citoyen Collot d'Herbois, acteur du théâtre français, qui va t'apprendre un compliment en vers avec les gestes. Voici une couronne de fleurs. Nous te conduirons à l'hôtel de ville. Tu présenteras ces fleurs et diras ce compliment aux citoyens Bailly et Lafayette. Et tu auras bien mérité de la patrie. » Victoire s'en fut gaiement remplir son rôle au milieu d'un chœur d'autres jolies filles, moins gracieuses qu'elle apparemment, car elle n'avait rien à dire ni à présenter au héros du jour. Elle n'était là que pour le coup d'œil. La mère Clocard, la bonne maman de Victoire, suivit sa petite fille avec Lucie, la sœur cadette, et toutes deux bien joyeuses et bien fières, se faufilant dans une foule immense, réussirent à entrer à l'hôtel de ville et à voir avec quelle grâce la perle du district débiter son compliment et présenter sa couronne. Monsieur de Lafayette en fut tout ému, et prenant la couronne, il la plaça galamment et paternellement sur la tête de Victoire en lui disant « Aimable enfant, ces fleurs conviennent à votre visage plus qu'au mien. » On applaudit, on prit place à un banquet offert à Lafayette et à Bailly. Des danses se formèrent autour des tables, les belles jeunes filles des districts y furent entraînées. La foule devint si compacte et si bruyante que la bonne mère Clocard et la petite Lucie, perdant de vue la triomphante Victoire, n'espérant plus rejoindre et craignant d'être étouffées, sortirent sur la place pour l'attendre. Mais la foule les en chassa. Les cris d'enthousiasme leur firent peur. Maman Clocard n'était pas brave. Elle crut que Paris allait s'écrouler sur elle, et elle se sauva avec Lucie, pleurant, et criant que Victoire serait étouffée ou massacrée dans cette gigantesque farandole. Ce ne fut que vers le soir que Victoire revint les trouver dans leur pauvre petite demeure, escortée d'une bande de patriotes des deux sexes, qui l'avaient si bien protégée et respectée que sa robe blanche n'était pas seulement chiffonnée. À quel événement politique se rattache cette fête donnée à l'hôtel de ville ? Je n'en sais rien. Ni ma mère, ni ma tante n'ont jamais pu me le dire. Probablement qu'en y jouant un rôle, elles n'en savaient rien non plus. Autant que je puis le présumer, ce fut lorsque Lafayette vint annoncer à la commune que le roi était décidé à revenir dans sa bonne ville de Paris. Probablement, à cette époque, les petites citoyennes de la Borde trouvèrent la Révolution charmante. Mais plus tard, elles virent passer une belle tête ornée de longs cheveux blonds au bout d'une pique. C'était celle de la malheureuse princesse de Lamballe. Ce spectacle leur fit une impression épouvantable, et elles ne jugèrent plus la Révolution qu'à travers cette horrible apparition. Elles étaient alors si pauvres que Lucie travaillait à l'aiguille et que Victoire était comparse dans un petit théâtre. Ma tante a nié depuis ce dernier fait, et, comme elle était la franchise même, elle l'a nié certainement de bonne foi. Il est possible qu'elle l'ait ignoré, car, dans cet orage où elle était emportée comme deux pauvres petites feuilles qui tournoient sans savoir où elles sont, dans cette confusion de malheur, d'épouvante et d'émotions incomprises, si violentes parfois qu'elles avaient, à de certaines époques, tout à fait détruit le sens de la mémoire chez ma mère. Il est possible que les deux sœurs se soient perdues de vue pendant un certain temps. Il est possible qu'ensuite Victoire, craignant les reproches de la grand-mère, qui était dévote, et l'effroi de Lucie, qui était prudente et laborieuse, n'ait pas osé avouer à quelles extrémités la misère ou l'imprévoyance de son âge l'avait réduite. Mais le fait est certain, parce que Victoire, ma mère, me l'a dit, et dans des circonstances que je n'oublierai jamais. Je raconterai cela en son lieu, mais je dois prier le lecteur de ne rien préjuger avant ma conclusion. Je ne sais en quel endroit il arriva à ma mère, sous la terreur, de chanter une chanson séditieuse contre la République. Le lendemain, on vint faire une perquisition chez elle. On y trouva cette chanson manuscrite qui lui avait été donnée par un certain abbé Borel. La chanson était séditieuse en effet, mais elle n'en avait chanté qu'un seul couplet, qu'il était fort peu. Elle fut arrêtée sur le champ avec sa sœur Lucie, Dieu sait pourquoi, et incarcérée d'abord à la prison de la Bourbe, et puis dans une autre, et puis transférée enfin aux Anglaises, où elle était probablement à la même époque que ma grand-mère. Ainsi, deux pauvres petites filles du peuple étaient là, ni plus ni moins que les dames les plus qualifiées de la cour et de la ville. Mademoiselle Contat y était aussi,
et la supérieure des religieuses anglaises, Madame Canning, s'était intimement liée avec elle. Cette célèbre actrice avait des accès de piété tendre et exaltés. Elle ne rencontrait jamais Madame Canning dans les cloîtres sans se mettre à genoux devant elle et lui demander sa bénédiction. La bonne religieuse, qui était pleine d'esprit et de savoir-vivre, la consolait et la fortifiait contre les terreurs de la mort, l'emmenait dans sa cellule et la prêchait sans l'épouvanter, trouvant en elle une belle et bonne âme où rien ne la scandalisait. C'est elle-même qui a raconté cela à ma grand-mère devant moi, lorsque j'étais au couvent, et qu'au parloir, elles repassaient ensemble les souvenirs de cette étrange époque. Au milieu d'un si grand nombre de détenus, souvent renouvelés par le départ des unes et l'arrestation des autres, si Marie-Aurore de Saxe et Victoire de la Borde ne se connurent pas ou ne se remarquèrent pas, il n'y a rien d'étonnant. Le fait est que leurs souvenirs mutuels ne datèrent point de cette époque, mais qu'on me laisse faire ici un aperçu de roman. Je suppose que Maurice se promena dans le cloître, tout transi et battant la semelle contre le mur en attendant l'heure d'embrasser sa mère. Je suppose aussi que Victoire erra dans le cloître et remarqua ce bel enfant. Elle, qui avait déjà 19 ans, elle eût dit « Si on lui eût appris que c'était là le petit-fils du maréchal de Saxe, il est joli garçon, quant au maréchal de Saxe, je ne le connais pas. » Et je suppose encore qu'on eût dit à Maurice « Vois cette pauvre jolie fille qui n'a jamais entendu parler de ton aïeul et dont le père vendait des oisillons en cage, c'est ta future femme. » Je ne sais ce qu'il eût répondu alors, mais voilà le roman engagé. Qu'on n'y croit pas, pourtant. Il est possible qu'ils ne se soient jamais rencontrés dans ce cloître, et il n'est pourtant pas impossible qu'ils s'y soient regardés et salués en passant, ne fût-ce qu'une fois. La jeune fille n'aura pas fait grande attention à un écolier. Le jeune homme, tout préoccupé de ses chagrins personnels, l'aura peut-être vu, mais il l'aura oublié l'instant d'après. Le fait est qu'ils ne se sont souvenus de cette rencontre ni l'un ni l'autre lorsqu'ils ont fait connaissance en Italie, dans une autre tempête, plusieurs années après. Ici, l'existence de ma mère disparaît entièrement pour moi, comme elle avait disparu pour elle-même dans ses souvenirs. Elle savait seulement qu'elle était sortie de prison comme elle y était entrée, sans comprendre comment et pourquoi. La grand-mère Clocard, n'ayant pas entendu parler de ses petites filles depuis plus d'1 an, les avait crues mortes. Elle était bien affaiblie quand elle les vit reparaître devant elle, car, au lieu de se jeter d'abord dans leurs bras, elle eut peur, et les prit pour 2 spectres. Je reprendrai leur histoire où il me sera possible de la retrouver. Je retourne à celle de mon père que, grâce à ses lettres, je perds rarement de vue. Les rapides entrevues qui servaient de consolation à la mère et au fils furent brusquement interrompues. Le gouvernement révolutionnaire prit une mesure de rigueur contre les proches parents des détenus, en les exilant hors de l'enceinte de Paris et en leur interdisant d'y mettre les pieds jusqu'à nouvel ordre. Mon père alla s'établir à Passy, avec Deschartres, et il y passa plusieurs mois. Cette seconde séparation fut plus déchirante encore que la première. Elle était plus absolue. Elle détruisait le peu d'espérance qu'on avait pu conserver. Ma grand-mère en fut navrée, mais elle réussit à cacher à son fils l'angoisse qu'elle éprouva en l'embrassant avec la pensée que c'était pour la dernière fois. Quant à lui, il n'eut point des pressentiments aussi sombres, mais il fut accablé. Ce pauvre enfant n'avait jamais quitté sa mère, il n'avait jamais connu, jamais prévu la douleur. Il était beau comme une fleur, chaste, et doux comme une jeune fille. Il avait 16 ans, sa santé était encore délicate, son âme exquise. À cet âge, un garçon est élevé par une tendre mère et un être à part dans la création. Il n'appartient, pour ainsi dire, à aucun sexe. Ses pensées sont pures comme celles d'un ange. Il n'a point cette puérile coquetterie, cette curiosité inquiète, cette personnalité ombrageuse qui tourmente souvent le premier développement de la femme. Il aime sa mère comme la fille ne l'aime point et ne pourra jamais l'aimer. Noyé dans le bonheur d'être chéri sans partage et choyé avec adoration, cette mère est pour lui l'objet d'une sorte de culte. C'est de l'amour, moins les orages et les fautes, ou plus tard l'entraînera l'amour d'une autre femme. Oui, c'est l'amour idéal, et il n'a qu'un moment dans la vie d'un homme. La veille, il ne s'en rendait pas encore compte et vivait dans l'engourdissement d'un doux instinct. Le lendemain déjà, ce sera un amour troublé, ou distrait par d'autres passions, ou en lutte peut-être, avec l'attrait dominateur de l'amante. Un monde d'émotions nouvelles
se révélera alors à ses yeux éblouis. Mais s'il est capable d'aimer ardemment et noblement cette nouvelle idole, c'est qu'il aura fait avec sa mère le saint apprentissage de l'amour vrai. Une éducation comme celle que reçut mon père ne saurait servir de type. Elle fut à la fois trop belle et trop défectueuse. Brisée 2 fois, la première par une maladie de langueur, la seconde par les émotions de la terreur révolutionnaire, et par l'existence précaire et décousue qui en fut la suite, elle ne fut jamais complétée. Mais telle qu'elle fut, elle produisit un homme d'une candeur, d'une vaillance et d'une bonté incomparables. La vie de cet homme fut un roman de guerre et d'amour, terminé à 30 ans par une catastrophe imprévue. Cette mort prématurée le laisse à l'état de jeune homme dans la pensée de ceux qui l'ont connu, et un jeune homme doué d'un sentiment héroïque dont toute la vie se renferme dans une période héroïque de l'histoire, ne peut être qu'une physionomie sans intérêt et sans charme. Quel beau sujet de roman pour moi que cette existence, si les principaux personnages n'eussent été mon père, ma mère et ma grand-mère. Mais, quoi qu'on fasse, quoique dans ma pensée rien ne soit plus sérieux que certains romans qu'on écrit avec amour et religion, il ne faut mettre dans un roman ni les êtres qu'on aime, ni ceux qu'on hait. J'aurais beaucoup à dire là-dessus et j'espère répondre franchement à quelques personnes qui m'ont accusé d'avoir voulu les peindre dans mes livres. Mais ce n'est point ici le lieu et je me borne à dire que je n'eusse pas osé faire de la vie de mon père le sujet d'une fiction. Plus tard, on comprendra pourquoi. Je ne pense pas d'ailleurs que cette existence eût été plus intéressante avec les ornements de la forme littéraire. Racontée telle qu'elle est, elle signifie davantage et résume, par quelques faits très simples, l'histoire morale de la société qui en fut le milieu. Tout ce préambule n'est à autre fin que d'expliquer pourquoi je vais rapporter une série de lettres qui, sans avoir grande apparence de couleur historique, en ont cependant une réelle. Tout concourt à l'histoire, tout est l'histoire, même les romans qui semblent ne se rattacher en rien aux situations politiques qui les voient éclore. Il est donc certain que les détails réels de toute existence humaine sont des traits de pinceau dans le tableau général de la vie collective. Lequel de nous, trouvant un fragment d'écriture du temps passé, fût-ce un acte de sèche procédure, fût-ce une lettre insignifiante, ne l'a examiné, retourné, commenté, pour en tirer quelques lumières sur les mœurs et coutumes de nos aïeux. Chaque siècle, chaque moment a sa manière, son expression, son sentiment, son goût, sa préoccupation. L'histoire de la législation se fait avec de vieux titres, l'histoire des mœurs avec de vieilles lettres. Je vais donc citer textuellement une série de lettres écrites, par mon père âgé de 16 ans, à sa mère, détenue aux Anglaises sous la Terreur. Et j'avertis le lecteur qu'il n'y a rien de varié et rien de dramatique dans la situation personnelle que ces lettres constatent. Elles ne constatent, au contraire, que la morne situation de 2 âmes déchirées de douleur. Mais elles sont datées de 94. C'est là leur valeur historique. Et, quant à leur valeur morale, on en jugera après les avoir lues. C'est un monument d'innocence, d'amour filial, et de cet état angélique de l'âme qui caractérise le véritable adolescent. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller écouter le prochain épisode. Dès maintenant, le lien est dans la description. Sinon, je te dis à bientôt, et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce qui t'a plu ou déplu, si tu as des idées qui peuvent améliorer le contenu, tant que ça reste dans la bienveillance, bien évidemment. Je te remercie. En attendant, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, et n'hésite pas à interagir, je serai ravi d'échanger avec toi. Allez, à très vite, ciao!